Vous connaissez le mot anthropocène. Il est utilisé à longueur de temps par ceux qui craignent pour la planète. Il est repris par tous les médias qui veulent avoir l'air branchés. L'anthropocène, c'est l'ère de l'humain qui laisse ses traces partout où il passe. Savez-vous que le terme anthropocène a été forgé à l'orée du XXIe siècle par le météorologiste et chimiste hollandais Paul Joseph Crutzen et par le biologiste Eugen Stürmer. Il a été prononcé officiellement lors d'un congrès de géochimie en 2002. Ce néologisme est construit à partir du grec anthropos, qui signifie l'être humain, et le suffixe kéinos, qui veut dire nouveau. L'anthropocène serait l'époque où les activités humaines auraient des répercussions sur les écosystèmes de la planète, dont les modifications seraient significatives sur l'histoire de la Terre et caractériseraient une nouvelle période géologique. La contrainte écologique humaine serait devenue prédominante sur toutes les autres forces géologiques et naturelles qui avaient prévalu jusque-là. Buffon, en 1778, disait que la face entière de la Terre porte l'empreinte de la puissance de l'homme. En 1873, l'abbé Antonio Stoppani, professeur à l'université de Milan, suggère l'arrivée d'une ère géologique nouvelle qu'il appelle l'anthropozoïque. Au XIXe siècle toujours, George Perkins Marsh, considéré comme le premier écologiste américain, écrit que l'homme est devenu une force géologique. Il écrit que l'action de l'homme pourrait conduire à un environnement aussi désolé que celui de la Lune. James Lovelock, le père de l'hypothèse Gaïa, s'est intéressé à son tour à l'influence des êtres humains sur les cycles biochimiques terrestres. Pour ceux qui l'ignoraient, l'hypothèse Gaïa, élaborée en 1970, considère que l'ensemble des êtres vivants formerait un superorganisme, appelé Gaïa, du nom de la déesse grecque personnifiant la Terre. Gaïa pourrait donc être considérée comme un être vivant qui s'autorégulerait et s'adapterait sans cesse à son milieu. C'est donc en conséquence le milieu qui modifierait et ferait évoluer les espèces vivantes. Les activités humaines ont la capacité de provoquer des modifications importantes de l'environnement par le réchauffement climatique, la pollution des espaces atmosphériques, terrestres et marins, le rejet des gaz à effet de serre, l'accélération des phénomènes d'érosion, les mines, l'extraction des énergies fossiles, le recul des côtes, la déforestation à grande échelle par les incendies, la disparition du couvert végétal, le lessivage des sols dénudés, la fragmentation écologique causée par la démographie, l'urbanisation, la bétonisation des sols, l'industrie, les transports, l'agriculture intensive, la surpêche, le braconnage à grande échelle, l'introduction d'espèces invasives, le changement du cycle de certains éléments, tels que l'azote, le phosphore, le soufre, etc. La destruction des habitats naturels, la perte de la biodiversité, la dégradation des biomes. Un biome, c'est une unité écologique. Elle fait référence à une vaste zone géographique qui partage un climat, une faune et une flore similaires. Bref, c'est un ensemble d'écosystèmes aux conditions écologiques identiques. Venons-en à la géologie. Si on examine les parois des falaises, ou si on fait des carottages dans les sols, on observe un empilement des couches sédimentaires
bien visibles qui ont pu être étudiés. Chaque strate correspond à une période de l'histoire de la Terre. On a même pu dater cette histoire en comparant les fossiles contenus dans ces couches, et plus tard en mesurant la radioactivité des minéraux qu'elles contiennent. Je vous avertis que je ne vais pas pouvoir avancer dans cet exposé sans utiliser un vocabulaire compliqué et hermétique. En effet, les géologues devaient être de bons élèves à l'école, les premiers de la classe, des forts en thèmes et versions grecques, car ils adorent fabriquer des mots avec des racines grecques. Par exemple, on avait tous appris dans notre enfance qu'il y avait 4 aires géologiques, primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire. C'était clair et simple. Et nos géologues ont rebaptisé ces époques en paléozoïque, mésozoïque, cénozoïque, etc. Bien entendu, ces aires géologiques sont divisées en de nombreuses périodes et époques, comme le montre cette charte internationale, où toutes ont des noms grecs. Le passage d'une période à une autre est matérialisé par la nature des minéraux et des roches qui la composent, par les fossiles végétaux ou animaux que l'on y trouve. Ce passage d'une période à une autre, c'est à chaque fois le fruit d'un bouleversement climatique ou d'une catastrophe géologique, par exemple une éruption volcanique, la chute d'une météorite, une glaciation, un réchauffement intense qui entraîne la destruction d'une partie plus ou moins grande de la biodiversité. Les espèces s'éteignent parce qu'elles ne peuvent pas s'adapter à des changements trop profonds ou trop brusques de leur environnement. Les géologues ont ainsi décrit 5 extinctions massives de la vie. À chaque fois, c'est près de 80% des espèces vivantes qui ont ainsi été exterminées. Les 5 principales extinctions ont eu lieu à la fin des périodes géologiques suivantes, à la fin de l'Ordovicien, il y a 443 millions d'années, marquées par le début de glaciations extrêmes qui vont durer quelques centaines de milliers d'années et entraîner la disparition de 85% des espèces vivantes, les trilobites, les mollusques, les scorpions de mer, etc. Puis la température augmente à nouveau. La biodiversité se reconstitue jusqu'à la fin du Dévonien, 358 millions d'années. Le réchauffement est une période volcanique, et une période volcanique entraîne une baisse importante de l'oxygène, dans les eaux superficielles, et la disparition de 75% des espèces marines, les coraux, les ammonites, les poissons sans mâchoire, etc. À la fin du Permien, qui est la dernière époque de l'ère primaire, il y a 252 millions d'années, une nouvelle extinction a lieu, due à des phénomènes de volcanisme intense et d'une élimination de l'oxygène dans les eaux qui entraîne la disparition de 95% des espèces aquatiques, dont les derniers trilobites, les coraux, etc., et 75% d'espèces terrestres. C'est la plus importante extinction que la Terre ait connue. L'ère secondaire, le Mésozoïque, voit à son tour 2 extinctions, l'une à la fin du Trias, il y a 200 millions d'années, due au volcanisme résultant de la fragmentation du supercontinent appelé Pangée, et à un bombardement de météorites détruisant 20% de la faune marine, 70% des reptiles et des dinosaures. Une 5e extinction a lieu à la fin du Crétacé, il y a 66 millions d'années, quand une énorme météorite s'abat sur la côte nord de la péninsule du Yucatan, dans le golfe du Mexique. Le choc fragilise la croûte terrestre. Il est immédiatement suivi par une super-éruption volcanique dans le Décan en Inde, détruisant 98% de la faune marine, 80% de la faune terrestre, dont tous les dinosaures. Seuls subsistent les petits reptiles, les oiseaux, qui en fait sont les petits dinosaures à plumes, et les petits mammifères qui ont pu s'abriter dans des terriers. Les géologues ont bien décrit depuis 1980
cette dernière extinction. Les couches sédimentaires du Crétacé contiennent en particulier les fossiles gigantesques des dinosaures qui font rêver les enfants. Elles sont surmontées d'une mince couche noire d'argile, riche en iridium, trace de la catastrophe. Cette couche noire est elle-même surmontée par les premières couches du Paléogène, début de l'ère tertiaire, montrant des fossiles de mammifères. Cette histoire des 5 extinctions nous prouve que la Terre n'est pas une boule rocheuse inerte. Du fait de ses modifications internes, telles que la variation de température du magma, les mouvements des plaques tectoniques, etc., ou des causes astronomiques externes, les éruptions solaires, la modification des orbites et des axes de rotation de la planète, rien n'est jamais stable. Nous n'avons pas le temps d'entrer dans les détails, mais retenons que l'histoire géologique se déroule sans arrêt. La vie qui s'est développée à la surface de la planète doit elle aussi sans arrêt lutter contre ces modifications géologiques. Des espèces qui étaient bien adaptées aux conditions antérieures disparaissent brusquement. D'autres savent s'adapter et se développer en tenant compte des conditions nouvelles. Ainsi, face à l'évolution géologique de la planète, progresse l'évolution des formes vivantes, végétales ou animales. Tout est en permanence en mouvement. Le Quaternaire, tiens, on a dû conserver ce terme par habitude, est divisé en Pléistocène et Holocène. Le Pléistocène dure de 2,6 millions d'années jusqu'à environ 13 000 ans. C'est une période très froide, où les glaciations cycliques apparaissent, dont les 2 dernières sont Rhys et Würm. Elles affectent le tiers de la planète. Tout le nord de l'Europe, dont la Grande-Bretagne, est sous les glaces. Les glaciers font jusqu'à 3000 mètres d'épaisseur. Ils mobilisent une grande quantité d'eau, faisant baisser le niveau de la mer de plus de 100 mètres. Les deux dernières périodes glaciaires sont séparées par une interglaciaire chaude qui apparaît vers 120 000 ans. La température moyenne mondiale s'élève alors à environ 20 degrés. Pour votre gouverne, notre température moyenne mondiale annuelle n'est actuellement que de 15 à 17 degrés centigrades, car elle tient compte des températures des 2 hémisphères terrestres et de leurs saisons décalées. Et pourtant déjà, on trouve que l'été est bien trop chaud et pénible. Le Pléistocène, c'est l'époque de l'apparition du genre humain, qui est capable de s'affranchir des contraintes climatiques en domestiquant le feu vers 500 000 ans, peut-être 600 000 selon Eugène Bonifay, qui a trouvé un foyer de cette date dans la grotte de l'Escale, dans les Bouches-du-Rhône. L'époque glaciaire de Würm connaît la disparition de Néandertal, qui était apparu en Europe vers 400 000 ans, bien adapté au froid. Homo sapiens, lui, a fait son apparition vers 350 000 ans en Afrique, au climat plus doux. Il n'arrivera en Europe que vers 40 000 ans. Vers 13 000 ans, le réchauffement détermine l'apparition de l'Holocène. Le niveau de l'océan remonte de 120 mètres du fait de la fonte des glaces et de la dilatation de l'eau par accroissement de la température, comme dans les thermomètres à colonne liquide. Cela isole les îles britanniques par la submersion de la Manche. Les zones habitables se décalent alors vers le nord. Homo sapiens conquiert peu à peu les espaces libérés par les glaces. La Grande-Bretagne, la Scandinavie, l'Eurasie septentrionale. Il aménage son environnement par déforestation, aménagement des terres, puis bientôt par l'agriculture et l'élevage, le déplacement d'espèces végétales ou animales. Remarquons tout de suite que l'Holocène est une période très courte qui a commencé il y a 12 ou 13 000 ans. En 2018 pourtant, la Commission internationale de stratigraphie avait éprouvé le besoin de les diviser en 3 étages, le Groenlandien, le Northgrippien, le Mégalaïen.
Cette partition en 3 étages a fait lever bien des boucliers parmi les scientifiques. Les aires géologiques sont des périodes qui se mesurent en millions d'années. Alors découper les strates actuelles en tranches de quelques siècles posait des problèmes à de nombreux géologues. C'est dans cet imbroglio de périodes que les gens veulent à présent insérer l'Anthropocène. Bien sûr, les avis divergent. Crutzen imaginait le début de l'Anthropocène à la fin du XVIIIe siècle, en 1784, avec l'invention de la machine à vapeur et le début de l'industrie. D'autres voudraient le faire commencer en 1945, date du premier essai nucléaire atmosphérique américain, Trinity, et la hausse de la radioactivité atmosphérique due à la libération des produits de fission. Certains, au contraire, pensent que l'Anthropocène commence beaucoup plus tôt, au Paléolithique, lors de la maîtrise du feu et la pratique du brûlis. La surchasse des premiers hommes aurait entraîné la disparition des grands mammifères. Une Américaine, Felisa Smith, propose la date de 14 000 ans, lors de la colonisation de l'Amérique du Nord par les chasseurs-cueilleurs asiatiques. D'autres proposent le néolithique, avec le début de l'agriculture, la domestication et l'élevage des animaux, la déforestation, l'augmentation de teneur en méthane du feu des ruminants. C'est peut-être à ce point de la discussion que les associations de préhistoire ont leur avis à donner. Je disais que certains scientifiques pensent que la disparition des grands mammifères de l'âge glaciaire, rhinocéros laineux, mammouths, etc., date du Paléolithique. Contrairement à ce qu'avance le tenant de l'Anthropocène, ce n'est pas la surchasse qui a fait disparaître ces colosses. Marilène Patoumatis nous apprend que ces mangeurs de viande pratiquaient peu cette chasse extrêmement dangereuse quand l'armement ne comprenait que des saguets ou des lances à armature de silex. La peau d'un mammouth est recouverte d'un duvet épais, dense, extrêmement robuste, épaisse, tapissée à l'intérieur de plusieurs centimètres de graisse. Une sagaie ne pouvait s'enfoncer que de quelques centimètres. La blessure n'était pas létale, elle rendait l'animal furieux. Les chasseurs africains prétendent que l'on ne peut tuer un éléphant beaucoup plus petit et glabre qu'un mammouth qu'en visant l'œil ou l'anus. La consommation de gros mammifères relevait plus du charognage que d'une chasse dangereuse, nécessitant la collaboration de nombreux individus. Nos ancêtres devaient se rabattre de préférence sur des proies moins dangereuses. Les cervidés, les chèvres, les mouflons, et bien entendu les lapins, les oiseaux et la pêche. Et bien sûr, n'oublions pas qu'ils consommaient les végétaux comestibles, qui constituaient plus de 60% de leur alimentation. Les hécatombes de grands mammifères ne seront possibles qu'après l'invention des armes à feu, comme ont pu le faire les hommes blancs en Afrique ou en Amérique du Nord. Tuer pour le plaisir n'était pas la pratique des préhistoriques, qui ne prélevaient que ce qui leur était nécessaire et après avoir demandé pardon à la future victime. Pour revenir à la date du début de l'Anthropocène, certains évoqueraient le néolithique. C'est un peu gênant, car justement c'est à 13 000 ans que débute l'Holocène. Deux périodes géologiques définiraient la même époque? C'est contraire à toutes les règles de la géologie. À moins 10 000 ans, c'est l'époque où au Moyen-Orient, l'homme se sédentarise, construit des villages en pierre sèche, édifie des lieux de culte complexes tels que Göbekli Tepe, Çatalhöyük, Jéricho. L'homme va ainsi connaître une époque de sédentarisation progressive, alors qu'il est toujours chasseur-cueilleur. Il faudra plusieurs siècles pour apprendre à récolter et semer les céréales, domestiquer les bovidés et les ovins. Ce sera vers 10 000 ans au Proche-Orient, 6 500 ans en Europe, qu'il abandonne son existence de chasseur-cueilleur pour s'adonner à l'agriculture et l'élevage. L'âge des métaux, cuivre, bronze puis fer, à partir de 6 000 ans avant le présent, va voir l'excavation des premières mines, à ciel ouvert, souterraines,
pour suivre les filons métallifères laissant des marques profondes. L'obtention des hautes températures nécessaires à la fusion des métaux va nécessiter la préparation d'énormes quantités de charbon de bois et d'une déforestation accrue. Les activités de chasse et de cueillette vont diminuer, l'homme ayant à présent de la viande sur pied dans ses élevages et des légumes dans ses jardins. C'est l'évolution du climat qui permet de comprendre pourquoi cette révolution a été possible. La dernière glaciation a pris fin et la température augmente rapidement pour atteindre et dépasser les 15 degrés centigrades vers 9000 ans. Dès le néolithique, l'homme, on l'a vu, va laisser des traces plus conséquentes dans l'environnement, dues au déboisement des forêts, à l'aménagement des sols pour l'agriculture, la construction d'habitats et des lieux de culte. L'optimum climatique a lieu de 8000 à 6000 ans, puis vers 4000 ans, quand les premières civilisations antiques apparurent dans le Moyen-Orient et s'étendirent vers l'Europe. Puis on verrait une succession de périodes plus froides, de périodes plus chaudes, jusqu'au petit âge glaciaire qui se termine vers 1860 pour céder la place au réchauffement actuel. Voici un zoom sur l'époque historique, celle que nous avons étudiée à l'école. Nous voyons les températures de l'Europe du Xe siècle jusqu'au présent. La fin du Moyen Âge a été marquée par des étés chauds, comme le montrent les riches heures du duc du Berry, peintes vers les années 1400. Dès la Renaissance, nous entrons dans le petit âge glaciaire qui va durer du XVe au XIXe siècle, où sévissaient les paysages enneigés peints par Bruegel l'Ancien vers 1560. Revenons à notre sujet. Si l'on décide officiellement l'existence de l'Anthropocène, quelles seront ses caractéristiques géologiques, la date marquant son début? Souvenons-nous que la limite inférieure d'une époque géologique est définie par un événement majeur à l'échelon du globe. L'événement marquant le passage de l'Holocène à l'Anthropocène doit être enregistré dans les sédiments, visibles sur une carte géologique semblable à celle montrée sur la diapo. Bien sûr, vous avez immédiatement reconnu la Dordogne. Les couleurs utilisées ne sont pas aléatoires, mais celles de la charte géologique mondiale que je vous avais montrée plus haut. Quelle couleur entre jonquille, canari, citron et crème sera choisie pour définir la nouvelle période? Sur le terrain, un point de référence caractéristique doit être choisi pour bien démontrer le passage de l'Holocène à l'Anthropocène. On l'appelle le point stratotypique mondial, le PSM, matérialisé par un clou d'or que l'on trouvera dessiné sur les cartes stratigraphiques. La photo montre le clou d'or de Bagolino, au nord de l'Italie, symbolisant le passage du Trias moyen au Trias supérieur. Un point stratotypique mondial doit répondre à des conditions précises. Il doit être accessible à tous les chercheurs, matérialisé par un repère artificiel sur le terrain, situé dans un dépôt marin continu, où le taux de dépôt doit être de l'ordre de 5 à 50 mètres par million d'années. Ce dépôt ne doit pas être pollué par des complications structurales, ni des perturbations sédimentologiques secondaires. De plus, les couches doivent montrer des fossiles et des propriétés sédimentaires bien définies. La présence de radioisotopes près de ce point stratotypique permettra une datation directe, facilitant la définition de l'échelle numérique. Donc, proposer une limite inférieure à l'Anthropocène n'est pas une mince affaire. La notion d'Anthropocène est discutée depuis 20 ans par la communauté géologique, et spécialement au sein de la Commission internationale de stratigraphie, l'ICS, et de l'Union internationale des sciences géologiques, l'IGS. La première faisant des propositions
concernant la modification des couches stratigraphiques, la dernière devant ratifier le concept. En 2008, la Commission internationale de stratigraphie a créé un groupe de travail, l'Anthropocène Working Group, l'AWG, qui a proposé à Londres de reconnaître l'Anthropocène comme une division géologique. En août 2012, pourtant, le 34e Congrès international de géologie à Brisbane, en Australie, avait jugé le terme anthropocène inadapté, trop anthropocentrique et insuffisamment fondé par des preuves scientifiques. Mais en 2015-2016, le concept progresse. La limite inférieure de la période est proposée au 16 juillet 1945, date du premier essai nucléaire atmosphérique américain, Trinity. Pour définir une période géologique, il faut, nous l'avons vu, un site de référence et un marqueur irréfutable. En avril 2019, le groupe de travail propose 10 sites possibles pour définir le point stratotypique mondial, le fameux PSM, et 3 marqueurs possibles: les microplastiques, les radionucléides, les métaux lourds. Finalement, c'est le lac Crawford qui est choisi comme site de référence et le plutonium comme marqueur. Le plutonium est en effet un radioélément artificiel issu de la fission nucléaire, qui n'existait pas avant les premières explosions atmosphériques et qu'on ne peut pas retrouver dans les strates géologiques naturelles antérieures. Même les roches du réacteur nucléaire naturel d'Oklo, au Gabon, qui a fonctionné il y a 2 milliards d'années, ne contiennent plus de plutonium qui s'est complètement désintégré. Les outils avancent, il ne manque plus que la bénédiction suprême. Le concept doit être ratifié par l'Union internationale des sciences géologiques, l'IUGS. Et patatras, coup de tonnerre, le mardi 5 mars 2024, il y a 2 mois, le New York Times annonçait qu'à l'issue d'un vote, l'IUGS se prononçait contre l'officialisation de l'entrée dans l'Anthropocène. Le vote s'est fait à 12 voix contre 4, avec 2 abstentions. 3 membres ont même refusé de prendre part au vote. Ce résultat n'est pas vraiment fait pour m'interloquer. Vous en doutez, depuis le début de cet exposé, je fais part de mon scepticisme. Je me demandais, comme le glaciologue Claude Lorius, si l'Anthropocène relève de la géologie ou s'il s'agit d'un concept de philosophe. Les cartes sont à nouveau sur la table, et les géologues vont sans doute se remettre à argumenter et travailler. Cette histoire est significative de la démarche scientifique. La science n'est jamais un long fleuve tranquille. Cependant, même si l'Anthropocène ne deviendra pas une période géologique, l'action de l'homme sur son environnement n'en disparaîtra pas pour autant. Si les tenants de l'Anthropocène avaient ressenti le besoin, après 20 ans de discussion, de fonder une nouvelle ère géologique, était-ce uniquement pour décrire un passé récent, justifier une idéologie, voire même pour prédire ce qui pourrait advenir à notre monde? Où l'Anthropocène peut-il nous mener? Je pense que l'Anthropocène, comme le pensait l'abbé Stoppani, nous traduisent une idée anthropocentrique. L'homme est au centre du monde, il ramène tout à lui. Rien ne doit lui résister, pas même la nature ni la géologie. L'anthropocentrisme, c'est une très vieille attitude. Sans remonter à Aristote, qui fut pourtant le premier à l'évoquer. Il faut constater que cette idée est à la base des religions monothéistes. L'être humain est supérieur à toutes les espèces animales. Dieu lui-même, pour les chrétiens, s'est fait homme, etc. Pour les humanistes, l'homme est le point d'aboutissement de l'évolution. Le darwinisme renforce cette thèse, puisque pour lui, l'espèce humaine est la plus évoluée du monde animal. Pour Marx, si l'homme est un animal comme les autres, c'est un être social, intelligent, qui construit sa destinée et maîtrise la nature. Si jusqu'à présent les philosophes ont interprété le monde
dit Marx, ce qui importe aujourd'hui, c'est de le transformer. Vous conviendrez qu'à travers cette histoire, l'être humain n'aime pas ne pas être au centre de tout. Et pourtant, il sait bien que 5 extinctions massives se sont déroulées sans lui. Il se pose la question, et pourquoi pas une 6e extinction à venir où l'homme serait présent? Peut-être une nouvelle météorite comme au Crétacé. Savez-vous qu'il en tombe en moyenne 2 par mois, et des petites, qu'on ne ressent même pas. Une grosse aurait plus d'allure. La NASA étudie tout de même comment les détourner. Peut-être on pourrait connaître à nouveau des changements climatiques. Mais la prochaine glaciation du Quaternaire n'est prévue que pendant 50 000 ans, voire 20 000 si on est optimiste. Un réchauffement, ça c'est plus probable. La dernière décennie peut nous en donner l'espoir. On est dans une interglaciaire, la planète continue à se réchauffer, la montée des eaux se déroule sous nos yeux. Et on y contribue tant qu'on peut, par notre industrie, par notre mode de vie. Je vais y revenir. Et puis on sait que la croûte terrestre n'est jamais bien tranquille. La faille de San Andreas en Californie devrait bientôt bouger. L'élévation des Alpes ou de l'Himalaya, les volcans partout sur le globe, les séismes et les tsunamis ne nous laisseront pas toujours tranquilles. Les Japonais l'ont à nouveau expérimenté le 1er janvier 2024, les Taïwanais le 3 avril dernier. Mais la principale cause d'une 6e extinction pourrait bien être l'homme lui-même. Depuis le début du XIXe siècle, il a montré ses capacités de nuisance. C'est pourquoi certains voudraient même appeler l'Anthropocène le Capitalocène. Le débat scientifique se transforme en controverse politique. Je n'ai pas parlé de l'éventualité d'un conflit nucléaire, qui, outre le pouvoir de destruction des bombes, pourrait entraîner un hiver nucléaire identique aux hivers volcaniques du passé et formerait un nuage opaque bloquant les rayons du soleil pendant des mois, empêcherait la photosynthèse des végétaux, romprait les chaînes alimentaires et éliminerait le genre humain. Mais l'Anthropocène attire surtout notre attention par la diminution de la biodiversité. La vie est présente sur la planète depuis 3,8 milliards d'années. D'abord aquatique, elle a su conquérir pratiquement tous les milieux. On a vu qu'elle a subi 5 extinctions massives, mais au rythme des temps géologiques, la biodiversité a pu se permettre de se reconstituer à chaque fois. L'Anthropocène entraîne la surexploitation de la biodiversité, l'introduction d'espèces envahissantes, la modification des habitats, les pollutions et le changement climatique. Les effets cumulatifs et la synergie entre ces facteurs peuvent avoir un impact environnemental encore plus important. Le schéma montre que les 5 pôles de l'étoile des causes sont étroitement corrélés. Dans les océans, plus de 1550 et 17 903 espèces d'animaux et végétaux marins étudiés par les océanologues sont menacés d'extinction. Les spécialistes estiment qu'au moins 41% des espèces marines sont dans ce cas. On constate que les disparitions sur les continents concernent principalement les espèces des forêts humides, où le taux d'extinction pourrait être de 100 à 1000 fois supérieur au taux moyen naturel. Une espèce d'oiseau sur 8, un mammifère sur 4, un amphibien sur 3 et 70% de tous les végétaux sont en péril. La vulnérabilité des espèces et la vitesse d'extinction augmentent avec l'accroissement de la population humaine, l'essor industriel, le réchauffement climatique. L'humanité pourra-t-elle en conséquence ralentir le processus grâce au développement durable? 189 pays ont signé les accords de Rio, puis de Paris. Mais qu'ont-ils fait depuis? La récente COP28 à Dubaï, qui a confirmé le peu d'empressement de la communauté internationale pour résoudre les problèmes climatiques et écologiques dus aux énergies fossiles. Le terme Transitioning Away du communiqué final suggère qu'il faut réaliser une transition
hors des énergies fossiles avant les années 2050. Hélas, les profits des pays producteurs semblent plus importants que le sort des territoires et de l'humanité dans le reste du monde. Et corrélativement avec l'extinction de la biodiversité, l'avenir de l'humanité est bien sûr en jeu. Les hommes sont-ils condamnés à devenir les victimes de leur propre négligence en matière environnementale? Il faut sauver la planète, je me répète sans arrêt ma télé, mon poste de radio. Ça relève du vœu pieux. La planète, on l'a vu, a connu pendant des milliards d'années beaucoup de vicissitudes et a toujours réussi à surmonter les extinctions de masse. On peut penser que dans le futur, elle fera de même. Mais pendant combien de temps encore? Ça dépend bien sûr du Soleil, notre étoile. Nous nous souvenons que le système solaire a vécu environ 4,5 milliards d'années. On est à peu près à la moitié de cette durée de vie. Comme toutes les étoiles, le Soleil va continuer à se réchauffer, à devenir une géante rouge, vers 10 milliards d'années, exploser en une nébuleuse et mourir en naine blanche. L'échauffement du Soleil va engendrer le réchauffement de la Terre et des autres planètes, la disparition de l'eau liquide, l'extinction de toute forme de vie, et ça dans un délai beaucoup plus court, dans 1,7 milliard d'années. Ça, c'est la date butoir. Je vous fais peur? Rassurez-vous, l'homme ne la connaîtra pas. Comme toute espèce de mammifère, il a une espérance de vie en tant qu'espèce, comprise entre 2 et 5 millions d'années, et le genre Homo a déjà 2 millions d'années d'existence. Et cependant, l'espèce Homo sapiens n'a encore que 300 000 ans, peut-être un petit peu plus. S'il ne se détruit pas lui-même, il reste encore peut-être un tout petit peu de temps. Alors sauver la planète, je reste pantois, incrédule, ou pour le moins dubitatif. Mais je vous remercie de votre attention.